On va parler d'un anniversaire un peu particulier pour la France, un demi-siècle. Un demi-siècle de déficit public sans interruption. Dans cette analyse, on va décortiquer tout ça, comment on en est arrivé là, pourquoi c'est devenu une spirale vraiment dangereuse et surtout quelle logique pourrait nous permettre d'en sortir. Allez, on y va, on plonge directement dans le sujet. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, en fait, il y a un seul chiffre à retenir, un chiffre qui plante tout le décor. 50 ans. C'est la durée incroyable pendant laquelle la France n'a pas eu un seul budget à l'équilibre. Pas une seule année depuis 1974. Le déficit est là, tout le temps, et il ne fait que grandir. On pourrait se dire, bon, 50 ans, ça peut durer encore. Mais non, le problème c'est que ça s'accélère. Pour que ce soit plus concret, c'est très simple. Imaginez que le budget de l'État, c'est comme celui d'une famille. Quand l'État fait rentrer 100 € de recettes, avec les impôts, les taxes, etc., eh bien, il en dépense 110. Franchement, aucune famille ne pourrait tenir bien longtemps comme ça. Le banquier appellerait très très vite. Et là, on dépasse la simple comptabilité, les chiffres. On touche à quelque chose de moral et même de démocratique. Chaque euro de déficit aujourd'hui, c'est une dette qu'on laisse à nos enfants. C'est un impôt pour demain. Et on leur fait porter le fardeau sans même leur demander leur avis. Bon, le constat est là, il est clair. Maintenant, la question c'est pourquoi ? D'où ça vient cette accumulation folle de dettes ? Où passe vraiment l'argent qu'on dépense en trop année après année ? Alors, on entend souvent cet argument, oui, mais le déficit, c'est pour investir, pour l'avenir, pour construire des écoles, des routes, des hôpitaux. C'est une belle idée, bien sûr, de préparer le futur. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité ? Et la réponse, elle est assez directe. Non. Quand on regarde les chiffres de près, c'est un peu la douche froide. Le gros du dérapage, ce n'est pas l'investissement. Ce sont les dépenses de tous les jours, les dépenses courantes, et surtout, les prestations sociales. Et il y a un chiffre qui fait vraiment mal. La moitié de la dette créée depuis l'an 2000 vient des déficits cachés des retraites. La moitié. Il y a eu un moment clé dans cette histoire, le passage à l'euro. À ce moment-là, on a vu deux stratégies complètement différentes. D'un côté, l'Allemagne qui s'est dit « Ok, avec une monnaie forte, on doit devenir ultra compétitif ». Et ils ont lancé des réformes très profondes. De l'autre côté, la France qui au même moment a fait le choix des 35 heures. Un choix qui a lourdement pesé sur notre compétitivité et qui a accéléré notre décrochage. Et tout ça mis bout à bout, année après année, ça nous a enfermés dans un piège. Un véritable cercle vicieux où la dette crée encore plus de dettes. Voyons comment ça marche. Aujourd'hui, le chiffre, c'est plus de 110% du PIB. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que notre dette totale est plus importante que toute la richesse que le pays produit en une année entière. Et c'est là que le piège se referme. La croissance de l'économie, elle est d'à peu près 1% par an, mais les taux d'intérêt qu'on paye sur la nouvelle dette, eux, tournent autour de 3%. Vous voyez le calcul ? La dette nous coûte 3 fois plus cher que ce que l'économie nous rapporte. Donc, mécaniquement, rien que pour payer les intérêts, on est obligé de s'endetter à nouveau. C'est une spirale sans fin. Pour savoir ce que les marchés financiers pensent de tout ça, on utilise un indicateur, le spread. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est la différence de taux d'intérêt entre ce que paie la France et ce que paie l'Allemagne pour emprunter. L'Allemagne est vue comme la référence, le pays de plus sûr. Plus notre spread est élevé, plus on est perçu comme un emprunteur à risque. Et regardez bien cette évolution. Avant la crise du Covid, on payait juste 0,25% de plus que l'Allemagne. Aujourd'hui, on est à 0,70. Ça a presque triplé en quelques années. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre pour les experts. Ça a un impact direct sur le coût des crédits pour tout le monde. Face à cette situation, on entend parfois des idées qui semblent très simples, presque magiques. La plus connue, et si on effaçait la dette ? Avant d'explorer une voie crédible, il faut vraiment comprendre pourquoi ces solutions miracles sont en fait des impasses totales. Alors, annuler la dette, oublions ça tout de suite. Les conséquences seraient apocalyptiques. Le mot n'est pas trop fort. Ça voudrait dire la faillite de nos banques et de nos assurances qui détiennent cette dette. Ça voudrait dire que l'épargne de millions de personnes, placées en assurance vie par exemple, s'évaporerait. Au niveau européen, ce serait le chaos et probablement la fin de la zone euro. Bref, ce n'est pas une solution, c'est un bouton d'autodestruction. Bon, si on ne peut pas agiter de baguette magique, qu'est-ce qu'on fait ? Une piste bien plus fondamentale et réaliste, c'est de changer non pas telle ou telle dépense, mais carrément la manière de construire le budget de la nation. Le cœur du sujet, il est là. Le problème, ce n'est pas juste ce qu'on achète, mais la façon dont on fait les courses. Pour avoir un résultat différent, il faut changer la logique de départ. Il faut, en quelque sorte, remettre le processus à l'endroit. Cette nouvelle logique, elle est basée sur le bon sens, en 3 étapes. D'abord, on part des recettes. Combien d'argent va vraiment rentrer dans les caisses, sans être trop optimiste. Ensuite, avec cet argent, on finance les missions essentielles de l'État.
La sécurité, la justice, l'éducation, la santé. Et enfin, c'est seulement avec ce qui reste qu'on calibre le niveau des autres prestations sociales. C'est l'inverse total de la façon de faire actuelle. Pour finir, il y a cette citation qu'on attribue à Oscar Wilde. On lui aurait demandé « Comment avez-vous fait faillite ?» Sa réponse « De deux manières. D'abord progressivement, puis soudainement. » C'est une phrase qui fait réfléchir. Parce que les déséquilibres financiers, c'est exactement ça. Ça s'installe doucement, on s'habitue, on pense que ça peut durer toujours, jusqu'au jour où tout bascule. Et là, ça peut aller très très vite.